transcription. Je ne sais pas si vous suivez cette transcription ici. Je vais modifier la langue. Je ne sais pas si je peux utiliser cette transcription comme sous-titre pour la vidéo, après pour le cours sur YouTube. Je ne sais pas si ça marche. Mais en tout cas, la transcription n'est pas parfaite. Peu importe. Donc, le chat, ça va. La vidéo. Donc, bonjour, nous sommes le 15 février 2022 pour ce cours de roman. Et le cours d'aujourd'hui, on va parler du livre Les Impatientes de Djali Amadou Amal. Je ne sais pas si vous... aujourd'hui, j'aimerais vous écouter un peu plus et échanger avec vous vos impressions de lecture à propos de ce livre, au lieu de parler, d'être centré sur moi dans cette discussion. J'aurais quand même quelque chose à dire, mais peut-être après la discussion avec vous. Je ne sais pas si vous avez cherché un peu sur l'écrivaine, lire quelque chose sur sa vie, ou même chercher des interviews sur YouTube. Comme je le dis assez souvent, c'est intéressant d'étudier des écrivains et écrivaines contemporains en raison du réseau de médias que nous avons aujourd'hui. C'est possible de se mettre en contact avec ces écrivains ou même regarder une interview récente ou quelque chose comme ça. Une fois, par exemple, j'ai écrit à Leila Slimani, l'auteur de la chanson douce, sur Instagram, et elle m'a répondu. Elle a dit que le Brésil, c'est son comment elle a dit ça? C'était son foyer ou son pays du cœur, quelque chose comme ça. Et Djali Amadou Amal, elle a été invitée pour une conversation si je ne me trompe pas, les salons du livre de la Maison des France. La Maison des France, c'est une espèce de bureau de l'ambassade des France. Ils ont une excellente bibliothèque à Rio et on l'a invité pour une conversation et ça a été diffusé un peu partout en décembre dernier, si je ne me trompe pas, novembre ou décembre dernier, dans les cadres de ce salon littéraire en français. Et moi, j'y ai participé, donc je lui ai posé une question sur l'écriture de ces romans, parce que je ne sais pas si vous avez cherché des informations à propos du livre, parce que le livre a tout d'abord été publié dans son pays d'origine, le Cameroun, et puis il a été retravaillé pour être publié en France. Et en fait, je voudrais savoir quel a été ce retravail. Et en fait, c'était juste l'explication de ce qu'elle m'a dit. Elle n'a pas réécrit le livre, mais plutôt adapté certains passages pour les rendre plus universels. Et elle a dit, comme vous avez sûrement remarqué, elle utilise certains mots dans sa langue. Et en fait, il fallait, au lieu de mettre des notes de bas de page, notes de bas de page, donc elle a mis les explications dans le texte pour rendre la lecture plus fluide. Donc c'est intéressant de savoir qu'elle a reçu le prix Goncourt lycéen, c'est-à-dire que les étudiants du lycée en France en 2020 ont voté pour son livre comme le meilleur livre de l'ensemble des livres du Goncourt, de ce prix Goncourt.
Et puis, c'est intéressant comment je peux dire, de parler avec elle, n'est-ce pas? Ça reste une espèce de star, quand même, pour nous, cette idée de la célébrité, n'est-ce pas, que nous avons aujourd'hui, même si ce n'est pas son but. Elle a un travail comme féministe, je crois qu'elle est ambassadrice de l'ONU pour les femmes africaines, quelque chose comme ça. Donc, elle a un travail, je dirais un travail de militance pour les droits de la femme, surtout la femme noire, la femme africaine. Donc, c'est intéressant de voir le privilège de parler avec elle, n'est-ce pas? Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de taper son nom sur YouTube et regarder une interview. Il y a des vidéos courtes de 5 minutes, 10 minutes. Et c'est intéressant d'écouter son français aussi, qui n'est pas un français de France. Donc, je vous encourage à faire ça. Et elle est très sympathique en même temps, parce que parfois nous avons cette impression que les écrivains sont des êtres asociaux. Et non, c'est pas vrai. Elle est assez sympathique. Et en plus, je fais une espèce de contexte ici. Ce livre, Les Impatientes, n'est pas un livre autobiographique, mais je dirais que c'est un livre inspiré de sa vie. Si vous avez regardé un peu sur sa vie, je crois qu'elle est dans son 3e mariage. Elle s'est mariée à l'âge de 17 ans. C'était un mariage forcé dans ce système représenté dans le roman. Et puis, elle a quitté son premier mari. Elle a eu un deuxième mariage. Il me semble que dans le deuxième mariage, elle a été victime de violences conjugales. Et puis, là, elle est avec son 3e mari. Donc, vous voyez que ce livre nous présente une série de thématiques importantes, contemporaines, et qui touchent nos vies directement, direct ou indirectement. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de subir, de souffrir de la violence conjugale pour savoir que c'est présent dans plusieurs familles. Et en plus, quelque chose d'intéressant aussi, c'est cette possibilité que ce livre nous donne de regarder l'autre, de regarder une autre culture différente de la nôtre. Donc, c'est ça ce que je voudrais dire comme introduction avant d'entrer dans la discussion, l'analyse, on va lire certains extraits aussi pour commenter. Et donc, je vous invite, est-ce que quelqu'un a un mot à dire librement, une impression de lecture, ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez détesté ou adoré dans le livre? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cette lecture? Est-ce que quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de parler, mais moi j'aimerais quand même vous écouter un peu pour ne pas avoir encore un cours centré sur moi. Sinon, je vous envie, personnellement. Je veux parler, professeur. Oui, Anna-Caroline, s'il te plaît. Bonjour. J'ai lu les livres. J'ai aimé bien la lecture. La lecture était fluide, facile de suivre. Et j'ai été triste pendant presque toute la lecture parce que
c'était une réalité si lointaine et déprimante à son façon, mais l'expérience de lecture a été bonne parce que j'ai appris beaucoup sur une culture différente. Et c'est ça. Oui, très bien. Tu m'as fait penser à un commentaire. Comme je vous ai dit, je travaille là avec le professeur Ana Rossi sur ce prix Choix Goncourt Brésil. Et dans la cérémonie de la remise du prix Goncourt Brésil l'année dernière, nous avons parlé avec un membre du jury du Goncourt en France. Il y a eu cette interview. Et à un moment donné, il a dit que il a fait un commentaire sur ce livre et il a dit que ce livre, il n'est pas forcément de la fiction, mais peut-être une espèce de pamphlet sur sa vie personnelle. Et puis, je discutais de ça avec Anna Ross et on n'était pas d'accord, pas du tout d'accord avec ce membre du jury du prix Goncourt en France. Ça a été un commentaire un peu, à notre avis, un peu, je vais dire, colonialiste et aussi injuste, je dirais. Parce que le livre, il a quand même une qualité, même s'il est un livre de lecture facile, n'est-ce pas? Et dans notre discussion autour du Goncourt Brésil, j'avais dit que la lecture de la première partie, j'avais l'impression ou j'ai pensé à ces novellas brésiliennes qui utilisent des mots en anglais ou en arabe, et puis ils traduisent tout de suite après le terme utilisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une novella qui se passait au nord-est, au Brésil, mais il parlait en anglais aussi. Donc, ils utilisaient des expressions comme Oh my God, oh meu Deus. Ils faisaient l'accent du nord-est, d'un État du nord-est. Donc, ça, la lecture de la première partie m'a donné cette impression d'une lecture un peu adolescente, qui s'annonçait une lecture adolescente. Et puis, j'ai vu que le livre, en fait, il est beaucoup plus profond, où il pose des questions beaucoup plus pertinentes qu'une histoire adolescente, tout simplement, n'est-ce pas? Et il nous touche, c'est ce que tu viens de dire, Anna-Caroline, que tu es resté triste pendant toute la lecture. C'est un livre qui nous touche beaucoup, n'est-ce pas? Et, et je ne sais pas, c'est comme quand je dis que ces commentaires de ces membres du Goncourt étaient un peu colonialistes, d'une vision colonialiste, c'est comme si ces genres de problèmes présentés, ce sont des problèmes mineurs, n'est-ce pas? Comme si, oui, c'est ça, c'est pas forcément des problèmes qu'on a en France, donc c'est pas très important. Par contre, la France a une communauté africaine, maghrébine, arabe très grande. Et on sait très bien qu'il y a des communautés en France qui vivent sous le joug, J-O-U-G. J'écris ici sur le chat. Joug, comme ça. J-O-U-G, c'est Jugo, hein? C'est comme en portugais, qui a des communautés qui vivent, ou des communautés dont les femmes vivent sous les jougs des hommes de cette façon et de la religion, n'est-ce pas? Par exemple, comme sûrement vous avez déjà entendu à un moment donné, en France, il y a une loi du voile, a lei do véu, qui interdit la burqa en France.
c'est-à-dire que les femmes ne peuvent pas être en France complètement voilées, né, velada ou com o véu cobrindo o rosto completamente. Tellement c'est une question posée par les femmes françaises, mais qui intervient dans la communauté musulmane en France. En Angleterre, par exemple, ça n'existe pas la même loi. Et quand je suis allé en Angleterre, moi, j'étais un peu choqué de voir, de rencontrer des femmes complètement voilées dans la rue. Moi, je suis allé en Angleterre en 2013 faire un cours d'anglais. Et il y avait à l'école une étudiante qui participait au cours complètement voilée. Donc, c'était difficile, c'était choquant, à mon avis, de croiser une réalité telle. C'était difficile de parler avec elle et ne pas voir son visage ni même ses yeux, n'est-ce pas? Donc, mais ce sont des questions qui sont présentes, n'est-ce pas? Et quoi d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre veut commenter, faire un commentaire, partager ses idées? Oui, non? Réjeanne, Bonjour, Adrien, bonjour. C'est qui? c'est moi, Gabriel. Ah, Gabriel. Bonjour, Gabriel. Je, je pense que c'était une lecture très, très bonne. C'est très facile, accessible, mais il y a des points que vous avez dit que c'est euh, des questions sont posées d'une manière très simple, mais ce sont des aspects très complexes de la culture arabique, comme ça, noire, peut-être. Euh, j'aimais la disposition des livres, l'œuvre, la question de c'était trois parties, que le personnage se mélange, se rencontre. Mhm. C'est très intéressant, surtout pour moi, le plus intéressant, c'était la partie de Safira, Mhm. qui est la submission entre la femme, ce n'est pas une chose très courante. Nous savons que la submission sur les hommes et les femmes, c'est très, très courant dans cette culture, mais ce n'est pas très exploité la question de la relation des femmes. Donc, c'était très intéressant. Je pense que c'est ça. Oui, merci, Gabriel. Et donc, tu as posé cette question des trois parties. Et c'est intéressant ici parce que nous avons trois parties. Dans chaque partie, nous avons un narrateur en première personne. C'est un personnage narrateur. Et en même temps, c'est un personnage différent, n'est-ce pas? Donc, nous avons trois points de vue narrés dans la première personne. Euh, et ça, c'est intéressant aussi. L'interconnexion entre les personnages, n'est-ce pas? Ton commentaire, Gabriel, m'a fait penser aussi à une autre question, parce qu'assez souvent, dans ce débat des cultures, on utilise assez souvent l'expression un conflit des cultures. Il y a, ou même un conflit de civilisation, j'aime pas trop le mot civilisation, mais il y a un livre célèbre de Samuel Huntington qui est le crash des civilisations, le titre. Et en fait, assez souvent, quand on entre dans ces conflits de culture, ces conflits culturels, parfois on sommet au maître, le verbe, on sommet de la discussion, a gente se omite da discussão, pour dire que c'est leur culture.
il faut respecter leur culture. Mais en même temps, là, nous avons un livre écrit par une femme musulmane qui a subi, qui a été élevée dans cette culture et qui est critique de cette culture, n'est-ce pas? Parce que parfois on dit comme ça, une femme féministe occidentale n'a pas le droit d'intervenir dans la vie d'une femme religieuse, par exemple. Et assez souvent, dans ces milieux communautaires, nous avons des femmes qui veulent vivre dans la culture religieuse musulmane ou autre. Et il y a un point important des femmes qui acceptent la culture, qui est la difficulté dans la difficulté d'être à l'aise en dehors de la communauté. C'est-à-dire qu'elles veulent être intégrées dans leur famille, dans leur communauté, etc. Donc, elles acceptent de vivre selon les règles de la culture et de la religion. Mais il y a une différence. Une chose, c'est respecter la religion. Une autre chose, c'est la violence contre la femme, la soumission de la femme, etc. Par exemple, le relativisme culturel, exactement, Anna-Caroline. Si je ne me trompe pas, l'écrivaine Djali Amadou Amal, elle porte le voile. Donc, elle est une femme musulmane qui assume sa religion musulmane. Elle est toujours voilée, donc mais pas le visage. Et elle est écrivaine, je dirais, comment on dit ça? Émancipée. En français, on utilise émancipée comme tipo empoderada. On a traduit de l'anglais empoderada et en français, on utilise encore le mot avec la même valeur émancipée. Donc, elle est une femme émancipée, écrivaine, elle a sa vie, elle fait ses conférences, participe à des différents événements. Et là, il me semble qu'elle est mariée avec un homme qui est aussi écrivain et qui la respecte dans la religion aussi. Je ne sais pas si son mari est musulman, mais c'est différent d'avoir une religion, de partager ou de participer aux règles culturelles et le disrespect, la violence, etc. N'est-ce pas? L'islam n'est pas la violence. L'islam, c'est une religion et en tant que telle, il faut la respecter. Une autre chose, ce sont des règles qu'on découle, qu'on retire de la religion. On dit qu'elles sont religieuses, mais ce qu'on veut, c'est plutôt la soumission des femmes. Et d'une certaine façon, c'est ça qui est dénoncé dans ce livre. N'est-ce pas? D'accord, c'était bon, ça. Est-ce que quelqu'un veut encore manifester, dire un mot? Oui, moi. Anna-Caroline. J'ai pensé beaucoup sur la pédophilie aussi dans le premier et le second chapitre parce que Hamla, elle a dit que depuis les 13 ans, elle a reçu des pedidos de mariage. C'était comment l'expression pour la demande en mariage, c'est ça? Oui, la demande en mariage, 13 ans, c'est une jeune fille, presque un enfant, et elle a déjà reçu ces choses. Ça a été très violent pour moi de lire. Oui, mais tu sais, c'est une question importante abordée par le livre, mais dans notre culture à nous aussi, ça change depuis peu de temps, parce que il y a toute une exploitation de l'image de la femme et de la jeune fille aussi.
n'est-ce pas, ou des jeunes filles. Et là, je pense, parce que récemment, ici à la maison, on écoutait du funk, mais du funk ancien, mais du funk carioca ancien. Et à un moment donné, on a écouté une chanson de Claudinho Bochecha. Je ne sais pas se vous connaissez cette chanson. Naquele local, naquele... Isso aqui era lindo, seu olhar. Eu te avistei, foi fenomenal. Connaissez-vous cette chanson? Oui. Oui, je pense. Oui, et à un moment donné de la chanson, il dit quelque chose comme ça, os seus 12 aninhos. Donc, il flirtait avec une jeune fille de 12 ans. Donc, je ne me souviens pas, mais vous cherchez les paroles après et vous allez voir, à un moment donné, il dit explicitement dans la chanson qu'elle avait 12 ans. Et c'est-à-dire que le jeu lyrique de la chanson parle d'une situation de flirter avec une jeune fille de 12 ans. Et c'est bizarre parce qu'il me semble qu'il dit donc vous avez 12 ans ou tu as 12 ans, c'est pas possible, mais puis la chanson continue. Je ne me souviens plus ce qu'il dit, mais ça suggère qu'ils peuvent se rencontrer ailleurs. Donc, je parlais de l'exploitation de l'image de jeunes filles aussi. Par exemple, l'émission de Goubou à la télé dimanche l'après-midi dans les années, fin des années 90. Il faisait des concours Boquinha da Garrafa com meninas de 4, 5 anos. Donc, c'est bizarre et ça faisait partie de notre culture à nous, brésilienne, occidentale, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est intéressant, Ana Carolina. Quand on voit quelque chose dans une autre culture, on dit c'est bizarre, ils sont barbares. Mais quand on regarde la nôtre, quand on revient à notre culture, et c'est ça une des possibilités quand on se met à lire ce genre de littérature, on projette le regard vers une autre culture et on est étonné, on dit qu'ils sont presque barbares. Mais quand on revient à notre culture, on découvre qu'on est aussi barbare qu'on voyait l'autre, n'est-ce pas? Donc, je vous donne cet exemple pour montrer que dans notre culture, il y a aussi le problème de cette pédophilie dans ce sens que tu as posé ici, n'est-ce pas? Et je ne vais pas entrer dans les détails de toutes les expressions populaires qui suggèrent ce genre de choses, n'est-ce pas? Et donc, mais c'était une question importante observée dans la lecture de l'œuvre. Pour terminer, est-ce que quelqu'un d'autre veut encore nous proposer encore une autre, quelque chose qu'on n'a pas encore commenté ici? En fait, je ne sais pas quoi dire à propos de ce livre parce que c'est un sentiment un peu contradictoire. Je ne peux pas dire que j'aimais la lecture ou que c'était une bonne expérience parce que je voulais finir rapidement. Je ne voulais pas lire quelque chose dans le livre. C'était un peu difficile pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de... quel est le mot? Gâchette? Gâchette, peut-être. Ah oui, oui, gâché. C'est gâché, non? Gâché. On dit? Je pense que c'est ça. Ou Donc, gâché. c'était un peu difficile de le lire, mais c'était intéressant, comme les collègues ont dit. C'était intéressant de lire. C'était un livre très riche, bien écrit. J'aimais ça. C'était bien écrit, bien expliqué. Et à propos de cette question de commencer un peu infantile, peut-être, je pensais que c'est comme les grands essais de Ramelau.
Elle était petite quand elle commençait l'histoire, mais après le mariage, elle n'était pas petite. Donc, Elle devient femme. oui, donc l'écriture a changé à cause de ça. Et d'autres choses, c'est que j'ai manqué un peu plus d'histoire de Ramla. Parce que plus de livres, c'est à propos de l'histoire de Hinu et de, je pense que Samira. Oui. Samira. Donc, j'ai manqué plus de l'histoire de Ramla après le mariage. Mais c'est ça. C'était très intéressant, mais c'était très difficile à lire. Très difficile. Oui, il faut faire cette différence, n'est-ce pas? La difficulté n'est pas le langage, parce qu'assez souvent, Non. quand on dit qu'un livre est difficile à lire, c'est le langage au niveau de la littérature. Mais dans ces cas, c'est l'histoire même. Oui, c'est ça. Oui. Donc la difficulté, c'est l'histoire et non les langages littéraires. Et ouais, très bien dit. Et voyons encore ici. Oui, peut-être. Ça c'est quelque chose que tu as dit que ça t'a manqué un peu plus d'histoire de Hamla. Peut-être c'est le caractère fragmentaire du livre, divisé en 3 parties, les points de vue des 3 femmes. Parce que quand on prend un roman traditionnel qui suit un même personnage narrateur du début à la fin, nous avons une histoire. Ouais, c'est ça, c'est centré sur le même personnage, le même narrateur. On a un peu plus de temps de s'accrocher au personnage, de s'y égard au personnage, au narrateur, etc. Et ici, on est d'une certaine façon abandonné, mais pas totalement, parce que les histoires se croisent. Mais on n'a pas la possibilité d'avoir le même attachement, o mesmo, comment je peux traduire attachement, a mesma ligação, je sais pas, comme ça, n'est-ce pas? Et on va recevoir d'autres informations d'un autre point de vue, n'est-ce pas? Et c'est intéressant parce qu'il y avait un autre livre participant au concours de la même sélection qui s'appelle L'Anomalie. Et l'Anomalie, il a un début intéressant parce que ce sont des chapitres courts et chaque chapitre est centré sur un personnage et assez souvent, il y a un style d'écriture différent pour chaque personnage. Mais ce qui est intéressant, c'est que le début du livre fait penser aux séries télévisées. Assez souvent, moi je ne suis pas accro des séries, nous sommes viciados em séries, mais j'ai quand même vu quelques-unes. Par exemple, si vous pensez à Friends, qui est très traditionnel, assez souvent nous avons une histoire du groupe d'amis. On peut être un peu plus centré sur un couple ou un personnage, mais assez souvent nous avons une dimension collective de ces groupes d'amis. Si vous pensez à Dark, la série allemande, on avait assez souvent un épisode centré sur un personnage qui expliquait un peu l'histoire à partir de ce personnage. Et dans ces livres-là, Les Impatientes, aussi nous avons cette question, n'est-ce pas? En tant que lecteur, à la fin de la lecture, on fait la liaison et on essaye d'avoir une vision plus globale. Mais le texte nous donne une vision partielle des 3 personnages. On aurait pu avoir une mini web-série, par exemple, et chaque épisode centré sur une des 3 personnages. Ça, c'est intéressant. Et c'est peut-être... ce n'est pas une innovation complète, originale, dans la littérature, mais c'est quelque chose de très contemporain, moi je dirais.
et qui fait penser à ce modèle de récit rapide, propre aux séries télévisées et à certains films aussi, qui ont un temps de l'action assez rapide, n'est-ce pas? Donc, c'est bon pour les commentaires. Je pense que les commentaires ont été très pertinents. Si vous voulez encore faire d'autres commentaires, je suis disponible. Sinon, je voudrais entrer dans les textes pour faire quelques commentaires ici avec vous. Ça va? Oui, ça va. D'accord, merci. Voyons ici. Les impatientes, je vais partager l'écran. Et je voudrais commencer par un commentaire très général, en fait, à partir de la discussion théorique que nous avons fait sur les féminismes la semaine, le dernier cours. Je ne me souviens plus quand ça a été le dernier cours. Mais souvenez-vous que du point de vue de la critique littéraire féministe, je vous ai dit que assez souvent, ouais, dans la critique féministe, c'est possible de regarder les livres écrits par n'importe quel auteur, homme ou femme, mais on fait attention à la représentation de la femme dans les livres. C'est possible aussi, d'un point de vue féministe, de regarder la représentation de l'homme aussi. Et là, je vais faire un commentaire sur les hommes de ce livre aussi. Une autre possibilité d'analyse, c'est analyser la perspective de l'auteur, femme, qui écrit son livre et voir s'il y a quelque chose de propre à la femme dans sa manière d'écrire, dans les histoires racontées aussi. N'est-ce pas? Donc, tout d'abord, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la représentation de la femme? Et ici, c'est important de penser à la représentation de la femme comme... parce qu'en fait, pour penser à la représentation de la femme, ici nous avons une femme musulmane issue d'une culture musulmane, ou pas forcément issue, non retirable, mais dans une culture musulmane. Donc, ce n'est pas une musulmane en France, mais plutôt dans un milieu, un pays musulman. Nous avons aussi la différence générationnelle, pardon, des générations, les jeunes filles Hamla et Hindou, et Safira, l'épouse la plus âgée. Quoi d'autre? En plus, si on veut travailler cette représentation de la femme, nous n'avons pas de femmes, je vais dire comme ça, elles ne sont pas soumises, mais elles sont soumises. Je cherche les bons mots, en fait. C'est-à-dire que, peut-être je peux me corriger pour laisser plus clair, elles sont intégrées dans leur culture musulmane, mais elles ne sont pas soumises. C'est-à-dire qu'elles subissent, le verbe subir, j'écris ici à côté, subir. Le verbe subir, c'est pas forcément souffrir, mais supporter contre sa volonté, exactement ça. Être soumis à quelque chose.
Mais le plus important, c'est ça, c'est supporter quelque chose contre sa volonté. C'est-à-dire qu'elles sont intégrées dans une société, donc elles font partie d'une société musulmane et qui organise le mariage de cette façon. Ce n'est pas, le mariage est une espèce d'affaire, de négoce, n'est-ce pas? Le mariage n'est pas le mariage d'amour, n'est pas le mariage choisi par la personne qui va se marier, n'est-ce pas? Mais en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, c'est important de se poser ce genre de questions parce que nous faisons partie d'une culture dans laquelle, assez souvent, on a une certaine liberté de choix. Et je dis certaine liberté parce que nous n'avons pas toute liberté de choisir avec qui on va se marier. Quand je veux dire, c'est parce qu'on veut se marier avec quelqu'un, la personne ne veut pas se marier avec nous. Et il y a d'autres situations aussi, comme une personne obèse qui est rejetée par une bonne partie de la population. On parle assez souvent de la solitude de la femme noire, n'est-ce pas? Nous avons une certaine sexualisation de l'homme noir comme étant hypersexualisé, désiré même, et nous avons la femme noire qui assez souvent est rejetée un peu. Un peu non, en grande mesure. Il y a un livre assez intéressant d'un écrivain haïtien qui s'appelle Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Le titre est long. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Se traduzir seria Como fazer amor com um negro sem se cansar. Et il est écrit par un écrivain haïtien, Danila Ferrière. Moi, j'aime bien ce livre. Je travaille avec ce livre dans la discipline de littérature de langue française à Lévis. Et c'est un Haïtien qui part vivre au Canada et il a de relations, de rapports avec des jeunes filles canadiennes. Et dans la plupart ou dans sa totalité avec des jeunes filles blanches. Et lui, il est haïtien et noir. Et donc, il dit assez souvent, et il dit dans le livre quelque chose comme l'homme blanc, il peut choisir la femme qu'il veut. La femme blanche, il fait je ne me souviens pas exactement les mots, mais dans cette échelle qu'il fait, c'est presque de degré d'importance dans la société. Donc, l'homme blanc est dans le sommet, et puis la femme blanche, l'homme noir et la femme noire en dernier. Et la femme noire, en fait, elle n'a aucune personne pour la servir sexuellement. C'est ça, en fait, qu'il dit. Dans cette hiérarchie sexuelle, c'est-à-dire que l'homme blanc, il a la femme blanche pour le servir, la femme blanche a l'homme noir pour la servir, et l'homme noir a la femme noire pour le servir. Mais la femme noire, elle n'a aucune personne pour le servir. Je ne vais pas entrer dans dans ce débat, c'est la façon dont Danila Ferrière met en place ce débat est correct ou pas correct, mais c'est quelque chose à penser, n'est-ce pas? Donc je ferme les parenthèses et je reviens à ce livre. Donc nous avons dans cette perspective de la représentation de la femme des femmes qui subissent le pouvoir de la culture, de la tradition, etc. Mais elles ne sont pas forcément soumises parce que, et quand je veux dire, quand je dis qu'elles ne sont pas soumises, c'est-à-dire qu'elles n'acceptent pas de bon gré la situation. C'est ça le plus important. On peut même penser, je ne sais pas, d'une façon
existentialiste qu'elles gardent encore une certaine liberté, n'est-ce pas? Même Ramla qui essaye de fuir, d'échapper la maison de son mari, et elle est ramenée en retour à son mari parce qu'il y a toute une question sociale, n'est-ce pas, de faire honte à sa famille, qu'elle finit par accepter plus ou moins. Mais moi, dans mon point de vue, je préfère ne pas parler de soumission complète parce qu'il y a encore une révolte de la part de ces femmes-là. N'est-ce pas? Et encore, au niveau de la représentation de la femme, il y a cet aspect entre hommes et femmes. Nous avons, il y a un débat intéressant de la place de l'homme et de la femme dans cette société musulmane. On a la tendance à penser que les hommes ont toute la liberté, n'est-ce pas, de faire ce qu'ils veulent. Mais en fait, si on regarde d'une façon critique cet aspect, les hommes non plus, ils n'ont pas trop de liberté. Ils ont un rôle social d'homme a jouer. Eles têm papel social de homem para desempenhar, n'est-ce pas? Et donc, il faut faire plus ou moins, il faut jouer ce jeu. Quand nous sommes dans une société qui nous donne peu de liberté, si on est oppresseur ou opprimé, on n'est pas totalement libre, n'est-ce pas? Je crois que c'est, je ne sais pas si c'est Brás Cubas qui dit ça, quelque chose comme ça, que dos dois lados do chicote ele prefere estar sempre do lado do cabo, né? E não do lado da ponta do chicote. Donc, c'est-à-dire que opprimé et oppresseur, les deux n'ont pas de liberté, n'est-ce pas? Et on voit que si on regarde avec attention, on voit que les hommes aussi, ils démontrent une certaine souffrance, une certaine inadaptation à cette situation, de choix même, de relation, n'est-ce pas? Et une autre chose intéressante de penser du point de vue des hommes, c'est que c'est une question de réflexion, elle n'est pas donnée dans le texte. Mais les hommes de ce livre, tels comme ils sont représentés, ils n'ont pas de marge de réflexion. Ils n'ont pas de marge de réflexion. C'est-à-dire que leurs actions sont dictées par la tradition. Donc, la tradition et le Coran disent ça, donc il faut faire comme ça, même s'ils ne sont pas contents. N'est-ce pas? Parce que si on pense du point de vue du mari de Issa, si je ne me trompe pas, du mari de Ramla et Safira, il a une bonne vie. Il semble être riche, il a de l'argent et donc il a la possibilité d'avoir une deuxième femme. Mais le mari d'Hindou, ou Hindou, la deuxième narratrice, c'est pas réussi, sa vie n'est pas réussie, donc il n'a pas une vie de succès. Et donc, vous voyez comment... et même la répréhension de la famille par rapport aux agressions physiques que Hindou subit ou souffre, moi je pense qu'ils sont dans une prison, la prison de la tradition et la prison de la tradition, de la culture et de la religion. Et là, je fais référence à un livre
très connu de Freud, c'est le malaise dans la culture. En portugais, il a été traduit d'abord comme o mal-estar na cultura, o mal-estar na civilização, et la traduction la plus récente, directe de l'allemande, est traduite comme o mal-estar na cultura. Et en français, je crois que c'est le malaise dans la culture. C'est-à-dire que la vie en société, la vie dans une culture, elle va toujours nous mettre dans une situation de souffrance. Parce que dès que nous faisons partie d'une société, d'une culture, on doit... oui, c'est un très bon texte, Anna Caroline. Dès que nous vivons dans une société, nous sommes obligés a accepter certaines contraintes, alguns constrangimentos. Contrainte, j'écris ici, contrainte, eu traduzo como constrangimento, mas c'est pas forcément constrangimento, tipo, a gente passa uma vergonha no público. C'est contrainte comme plutôt une limite. La société nous impose certaines limites, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, par exemple, dans notre société, on ne peut pas être polygame, par exemple. Restrições. Merci, Anna Caroline. On ne peut pas être polygame, officiellement. N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qu'on sait qui, officiellement, c'est interdit. On ne peut même pas... Aujourd'hui, nous avons une nouvelle, comment je peux dire, une nouvelle action, un nouveau mode de vie, le polyamour, dans lequel certaines personnes se mettent en couple à plusieurs personnes. 3, 4, 5, je ne sais pas. Mais par exemple, légalement, c'est interdit. Il me semble que il y a quelques années, je ne sais pas si un juge ou un cartório, je ne sais pas comment on dit cartório parce que ça n'existe pas en France, avait accepté l'union civile des 3 personnes. Et puis, cette acceptation a été refusée après. Donc, ils ont été acceptés légalement ensemble et puis ils ont été refusés. Ça a été annulé l'acte d'union civile de ces 3 personnes. Et quand on pense à ce genre d'union civile, on pense au droit même de succession par rapport aux biens matériels qu'ils ont, accès à une assurance maladie, ou peu importe, n'est-ce pas? Si on est d'accord moralement ou si on n'est pas d'accord moralement. Mais par exemple, dans cette culture-là, nous avons cette possibilité de la polygamie, n'est-ce pas? Restricte à l'homme. La femme ne peut pas avoir plusieurs maris, n'est-ce pas? Ouais, non, c'est bon. Je pensais toujours encore dans le point de vue de toutes les représentations sociales présentes dans ce livre. Donc, nous avons les jeunes filles qui sont données ou sont promises en mariage à d'autres personnes par leur famille, et quelque chose de je veux dire choquant, c'est qu'ils ont, je ne sais pas si vous avez fait attention à cet aspect, ils ont une conception de famille élargie, parce que pour nous ici, la famille, c'est plutôt les noyaux le plus proches, c'est-à-dire les parents et les enfants. Donc nous avons aussi, on élargit un peu plus les oncles et les cousins, cousines, les grands-parents et les petits-enfants, n'est-ce pas, os avós et os netos, etc. Et ça m'a fait étrange de voir qu'un oncle
à organiser le mariage de sa nièce, n'est-ce pas? Parce que moi, avant de lire ce livre, je pensais que c'était plutôt les parents qui organisaient ça. Mais ici, non, c'était l'oncle qui a fait l'accord de mariage, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, d'hindou, n'est-ce pas? Et en plus, comme nous sommes dans un monde, nous vivons aujourd'hui dans un monde mondialisé, comme on dit en français, globalisable, il y a le conflit entre les différentes cultures et les différentes valeurs. Parce que, comme je faisais référence à Freud et le malaise dans la culture, la culture n'est pas quelque chose d'étanche, imperméable, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dès que nous prenons contact avec une autre culture, nous sommes passibles d'absorber une autre culture, sans perdre totalement nos références et notre identité, ou notre identification à une certaine culture, n'est-ce pas? Je pensais à un exemple à vous donner. Les filles n'ont pas presque aucun contact avec leur père. Oui, ça c'est quelque chose d'étrange aussi, en Caroline. Pour nous, n'est-ce pas? Par exemple, et ça change aussi au sein de notre propre culture. Moi, j'ai ce genre de discussion assez souvent avec ma copine, et l'éducation que nous sommes en train de donner à Peyton, notre enfant. Et moi, j'essaie d'être, je sais que je suis un père présent, mais j'essaie d'être le plus présent possible. Et on faisait la comparaison, par exemple, de mon beau-père, le père de ma copine. Quand il a été père de ma copine, sa sœur et son frère, il travaillait, donc il passait la plupart de la journée au travail, et même à la maison, il n'était pas si proche de ses enfants, de jouer avec, de donner attention. Il était présent quand même, mais il n'était pas si présent. Et ma copine m'a dit que la façon dont il est avec Peyton aujourd'hui, c'est complètement différent. Il se permet de faire des choses maintenant avec son petit-fils qu'il n'a pas fait avec ses enfants. Peut-être, là c'est quelque chose qu'il faut penser, peut-être c'est, aujourd'hui il a beaucoup plus de temps libre, mais aussi il ne va pas être jugé d'être avec son enfant, avec son petit enfant, n'est-ce pas? Il n'y aura pas un jugement social. Par exemple, imaginez que c'était difficile à imaginer 30 ans, 40 ans avant, reculer dans le temps et d'avoir un homme qui ne travaille pas et qui s'occupe des enfants, et la femme travaille et paye les choses de la maison. Aujourd'hui, ça arrive. Ou pas besoin de ne pas travailler, mais assez souvent, une femme touche un salaire plus haut qu'un homme, n'est-ce pas? Surtout en raison. Nous avons évidemment les problèmes de femmes avec les positions de direction. Mais par contre, dans la moyenne, je ne sais pas si je peux parler de moyenne, mais nous avons aujourd'hui un phénomène de plus de femmes à l'université que les hommes. Donc, la tendance, c'est que le salaire des femmes va dépasser le salaire des hommes, la moyenne du salaire des hommes. Et on va avoir des foyers, dans lesquels les femmes contribuent plus financièrement que les hommes. N'est-ce pas? Donc, c'est un changement. Et donc, tout ça, je faisais une réflexion pour parler de ces points
montré ici par Anna-Caroline du peu de contact des filles avec leur père. Et c'est tellement bizarre, c'est tellement bureaucratique, n'est-ce pas? Il faut avoir la situation correcte, le bon moment pour parler avec son père, n'est-ce pas? Mais par contre, dans mon expérience personnelle, assez souvent, quand on voulait quelque chose de mon père, ma mère faisait l'intermédiaire. Il y avait, quand j'étais petit, et on voulait, par exemple, demander à une petite voiture, je sais que si on demandait à mon père, il allait refuser directement. Donc, on utilisait ma mère comme intermédiaire. Et on lui demandait, parce qu'elle avait plus d'accès à mon père que mon frère et moi. Je ne sais pas si c'était une question de génération ou de famille. Mais moi, je vous dis, peut-être après l'adolescence, nous avons total accès et liberté de parole avec mon père. Donc, c'est, je ne sais pas. Et sûrement, avec mon fils, Caetano, il peut parler ce qu'il veut avec sa mère ou avec moi, ce sera égal, n'est-ce pas? Mais ici, dans la représentation de ce livre, nous avons une différence claire entre le monde des femmes et le monde des hommes. Et encore une fois, ce que j'essaie de vous montrer dans ce que j'appelle une lecture critique, c'est que ce genre de littérature nous permet le contact avec l'altérité, c'est-à-dire l'autre, n'est-ce pas? Et l'autre est toujours un miroir, c'est toujours un miroir pour nous-mêmes. O outro é sempre um espelho para nós mesmos. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque commentaire sur un aspect de l'œuvre, j'ai un autre aspect de notre culture à nous pour parler. Par exemple, quand j'étais petit, mes parents participaient au Rotary. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette association. Et donc, on est brésiliens, occidentaux, la plupart catholiques ou chrétiens. Moi, je ne suis pas, mais c'est peut-être la ligne de force la plus forte dans la société, au moins quelques décennies avant. Et dans les réunions du Rotary, il y avait les fonctions des femmes et les fonctions des hommes. Et assez souvent, dans le dîner, par exemple, la possibilité de sociabilité et socialisation entre les gens, il y avait les groupes des femmes et les groupes des hommes totalement séparés. Moi, par exemple, à l'université, on n'avait pas cette distinction, n'est-ce pas? On était toujours assez mélangés, hommes et femmes. Et par exemple, mon cercle d'amis aujourd'hui est bien mélangé, n'est-ce pas? Et c'est bizarre de penser d'avoir un groupe d'hommes et un groupe de femmes, par exemple, si on sort un couple, n'est-ce pas? Et ici, dans cette société, et moi, je dirais que plus la société est traditionnelle, plus elle aura ces genres de séparation. Séparation hommes et femmes, enfants et adultes, patrons et employés, ce sera toujours hiérarchisé, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'au niveau de la représentation, nous avons ces aspects généraux, n'est-ce pas? Ouais, non, je pense que c'est bon. La place de la femme, de l'homme. Donc, ça c'est important parce que la place de la femme dans ce livre est évidente. C'est évident que la place de la femme dérange, incommode. Par contre, on peut voir aussi que
l'espace de l'homme ou le rôle de l'homme n'est pas confortable non plus, parce qu'il est aussi dicté par la société et la culture et la religion. N'est-ce pas? Donc, c'est pas la même chose. On ne va pas réduire la souffrance subie par les femmes dans ce livre comparée à celle des hommes. Mais on voit que les hommes non plus, ils n'ont pas une situation confortable tout le temps. N'est-ce pas? Et c'est presque une gestion d'un conflit potentiel à chaque moment. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. Ici, nous avons discuté plusieurs possibilités d'analyse dans cette perspective de la représentation. Qu'est-ce que l'histoire nous raconte et qui représente une société et qui nous laisse penser aussi à notre société en retour, n'est-ce pas? On projette, c'est que j'essaie de faire un bilan ici, un résumé. Donc, on se projette vers une autre culture, on voit ce qui est différent, on revient à notre culture, à notre expérience personnelle, et on se demande, et en fait, on regarde notre propre société, notre culture, avec un regard d'étrangement, um olhar de estranhamento, ou d'étonnement. C'est ça. Et puis, on peut entrer ici dans l'idée de l'écriture féminine et d'écriture féministe. Est-ce que vous voyez dans sa façon d'écrire quelque chose qui est propre à la femme, ou vous pensez qu'un homme aurait pu écrire ce livre-là? Qu'est-ce que vous avez à dire? Le livre peut-être serait moins vrai s'il était écrit par un homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que la vision sera différente. Bonjour. Parce que je suis dans une classe de littérature, c'est en portugais, et donc il y a un livre de Virginia Woolf qui parle de ça, um teto todo seu. Je ne sais pas si quelqu'un a lu déjà ce livre-là. Il questionne ça les femmes et la fiction. Donc, il va expliquer l'évolution de la fiction pendant le temps et ces choses-là, et comment est la vision des femmes sur la vie, sur les choses, et quelles sont les possibilités d'écrire qu'elles ont au long de leur vie. Donc, ça, c'est intéressant, c'est intertextualité. Oui, tout à fait. À cause de cet questionnement que vous avez fait, professeur. Donc, je pense que c'était, si le livre a été écrit par un homme, ce serait totalement différent de ça. C'est intéressant ton commentaire, Amanda. Souvenez-vous que je vous ai apporté ici deux textes, un d'Hélène Sixou qui parlait de la possibilité d'une écriture féminine, et l'autre de Monique Wittig qui parlait, qui disait que non, le terrain de l'écriture, c'est le terrain de la liberté, n'est-ce pas? Et nous avons, par exemple, Chico Buarque, c'est l'exemple que je donne toujours, de plusieurs chansons dans lesquelles le jeu lyrique est une femme, et ce sont des chansons assez vraies. Moi, j'imagine qu'assez souvent, une femme peut s'identifier avec n'importe quelle chanson de Chico Buarque. Par contre, nous avons par exemple Madame Bovary, et il y a dans Madame Bovary certains extraits qui entrent dans la psychologie, dans la tête
du personnage d'Emma Bovary, mais le livre a été écrit par Gustave Flaubert, un écrivain homme. Par contre, donc la question, Amanda, c'est, je voudrais dire que on va trouver certaines personnes qui vont affirmer comme toi, avec conviction, qu'il y a des différences entre l'écriture masculine et l'écriture féminine. Par contre, il y aura des gens qui vont être catégoriques aussi et vont dire que non, il n'y a aucune différence. Donc ça, c'est quelque chose d'irrésoluble. On n'est pas capable. Tu peux travailler avec tes convictions, d'accord, mais toute conviction à ce niveau, elles seront passibles de réfutation, d'accord. Donc, c'est ça. Par contre, je me demande si les écrivains hommes aujourd'hui sont intéressés à dénoncer la violence contre la femme comme une écrivaine femme l'est, n'est-ce pas? Je commençais les cours aujourd'hui en parlant du commentaire de ce membre du jury du prix Goncourt, qui avait dit que ce livre est plutôt un pamphlet autobiographique. D'accord, s'il veut ce livre soit un pamphlet autobiographique, c'est son droit. Par contre, est-ce qu'il y a un homme intéressé à faire un livre et dénoncer la violence contre la femme aujourd'hui, ou avec le même intérêt? C'est quelque chose, c'est une question importante à se poser, n'est-ce pas? Moi, je pense pas. Je pense pas. Par exemple, si on pense aux 4 finalistes du prix Goncourt 2020 que nous avons lu l'année dernière, c'était l'Anomalie, Thésée, sa nouvelle vie, qu'on va lire ici ensemble, l'historiographe du royaume, et il y avait un autre. Oui, mais peu importe. Je pense peut-être au roman plus récent, plus contemporain que j'ai lu récemment, qu'on va travailler ici. Je ne vois pas ces questions-là posées. Donc, peut-être au niveau de l'écriture, la façon d'écrire, peut-être, parce que là, nous avons un sujet assez important et assez difficile pas à saisir, mais à arriver à une solution ou à un dernier mot, qui est la question du style personnel de l'écrivain. Mais assez souvent, on dit que le style, c'est quelque chose de personnel, la voix de l'écrivain, quelque chose qui reste dans plusieurs livres, n'est-ce pas? Et peut-être on peut se demander s'il y a quelque chose du genre lié au sexe, masculin ou féminin. Peut-être, moi, je dirais que ça, c'est ma conviction, Amanda. Ce que je vais dire, ce n'est pas pour s'imposer à ce que tu as dit. Moi, je pense, ma conviction personnelle, c'est que au niveau du langage, il n'y a pas de différence. Par contre, au niveau de l'intérêt aux questions posées, je pense qu'il y a des différences. Parce que nous, en tant qu'hommes, on refuse encore accepter ces questions comme pertinentes, n'est-ce pas? Ce livre peut être une métaphore de la récuse des personnages masculins de ce livre d'accepter la pertinence de la souffrance de ces femmes, et ils utilisent toujours l'argument de la patience, n'est-ce pas? On revient ici, j'essaie de revenir au texte, et je vais, pour ne pas parler et
laisser peu de temps pour discuter le texte, je vais utiliser cet aspect de la patience. Pardon, je vais revenir à une question ouverte par Rejane, e je vais le dire em português. É porque você falou de gatilho, Rejane, e eu acabei não discutindo. A gente tem que verificar se a tradução correta para gatilho seria gâchette, porque gâchette seria a tradução literal, o gatilho da arma. Tanto que isso está no Estrangeiro, quando o Merceau aperta o gatilho da arma e mata o árabe. E tem a palavra também ressort. Aí eu não sei, no sentido psicanalítico de gatilho que a gente usa em português, se a gente usaria ressort. Que ressort pode ser uma mola também. Então, teria que olhar, por exemplo, no Lingui, dentro de contexto de tradução, qual que se aplica melhor. E às vezes até por... Eu vou pesquisar. Isso. Até pelo... às vezes a gente não... A tradução nesses casos, ela é tão complexa, a época que eu traduzia muito texto, assim, que às vezes você não acha no Lingui um contexto confiável para a tradução, e aí você tem que começar a escrever pedaços de frases para ver se você encontra em francês. Né? Então, por exemplo, seria o caso de escrever uma frase com ressort, gâchette, mas aí num contexto, né? Sei lá, de gâchette mémoire, o gâchette traumatisme, ou ressort traumatisme, e aí ver em qual deles que apareceria. Uma outra coisa... O senhor pode Exato. escrever a palavra, por favor, no chat? Ressort? Ressort. Estou escrevendo aqui. Merci. Porque, olha só, no dicionário que eu uso, que é um dicionário simples, tá? Ele está dando gâchette como armée, armement. Então, détente, morceau de fer qui fait partie de la détente d'un fusil. Então, aquele pedaço ali de ferro que faz parte de détente aí seria sei lá, sei lá, a engenharia ali da máquina, não sei como, fugiu a palavra, da estrutura mecânica da arma. E tem serrure qui, seria tipo serraria, alguma coisa assim, que petite pièce que se met sous le pene d'une serrure. Serrure seria a fechadura, né? E tal. Ele não dá, esse dicionário não dá nada nesse sentido. Mas vamos olhar a ressort, se ele dá no sentido da psicologia. Pessoal, eu acho que procurar gatilho mental ou procurar algum... Porque a expressão inteira seria isso, né? Eu acho que fica fácil. Então, quem falou foi Gabriel? Uhum. Então, Gabriel, era nesse sentido que eu tinha falado da gente construir alguma coisa que aí leva a gente para um contexto. Então, poderia ser interessante fazer isso. Gâchette mentale ou ressort mental. Aí, entrando em ressort, no dicionário que eu estou usando aqui, o Reverso, ele já diz aqui, par extension, causa agissante, força oculte ou morale. Então, provavelmente, o sentido de gatilho do português é ressort e não gâchette. Tá? Tem um outro dicionário mais completo, que eu gosto muito, mas ele é... Vocês devem conhecer. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Esse aqui, realmente, ele topa qualquer parada. Tem gente que chama ele de... eu não sei como é que as pessoas chamam esse dicionário. Ele é desse Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales.
CNRTL. E ele é um dicionário... Deixa eu mudar aqui, né? Eu vou fechar esse parênteses para a gente terminar a discussão do livro. Mas isso aqui é de, vamos dizer assim, utilidade pública. Tá aqui o dicionário. Deixa eu ver aqui. Esse dicionário, então, vamos colocar aqui, ressort. Estão atualizando isso. Então, vocês estão vendo que ele tem uma entrada, a segunda entrada, aí aqui tem ressortir como verbo, primeira entrada, e ressortir como segundo. Aí ele já vem sublinhado aqui as explicações e vem exemplos, né? Aí aqui embaixo tem a pronúncia também. E aí você tem as abas aqui, os onglets, você tem a etimologia. A etimologia dele não fala da formação da palavra, mas do período histórico. Então, aqui, ó, ele vai dizer para a gente aqui, 1121 aparece em tal obra. Né? Ele não fala tanto de etimologia como origem da palavra. Tipo do grego, do latim, né? O que vinha antes. Ele só dá um período histórico de ocorrências da palavra. Mas vocês têm aqui sinonimia, vocês vão ter uma lista de sinônimos, antonimia, que eu uso muito. Esse proxemia e concordância, por exemplo, eu não costumo usar, não. Mas a gente tem antônimo e sinônimo que eu acho muito bom. E no caso de, aqui dentro da lexicografia, se vocês pegam um verbo como... vou usar penser, ou croire, que é um verbo que tem muita regência. Né? Então, você tem croire à, croire en, então, croire sur quelque chose. Então, aqui vocês conseguem ver, por exemplo, o que muda nisso, sabe, com a regência do verbo. É bem interessante. Eu acho que é uma ferramenta muito boa para problemas mais complexos, como esse. Tá? Professor, então, obrigado. Diga, Rejane. Eu achei um outro termo aqui, déclencheur. Déclencheur... déclencheur. Sim, isso. Déclencheur de traumatisme. E eles aparentemente usam também o termo em inglês, trigger, trauma trigger. Trigger. Eu achei uma página aqui que fala um pouco sobre isso. Eu achei interessante esse debate, professor, porque é algo que eu não vejo muito. Esse debate do gatilho, ele é muito comum no jornalismo, né? Mas no debate literário, a gente não vê muita gente falando sobre isso. Né? Pelo menos assim, eu não vi ainda muito em relação ao estudo da recepção literária. Mas eu não vejo muita gente comentando e debatendo a questão do gatilho na literatura, né? Na relação com a literatura e o leitor. Eu acho interessante pensar um pouco. Principalmente em literaturas como essa que a gente está debatendo. Sim. Eu não sei se escrevi incorreto, ou tem algum problema aqui no dicionário. É porque eu escrevi com I, déclencher. Escrevi errado. Vou até apagar aqui para não confundir vocês. Eu volto na sua questão, Rejane. Eu vou suprimir aqui. Vocês sabem que eu sou mineiro, né? E se não sabe, dizer. E a gente tem a nossa mania de dizer, o jeito da gente dizer as coisas. E às vezes eu me vejo em situações de ortografia assim, por ser mineiro. Aqui déclencher o verbo. Então tem coisas assim, tipo incomodar, que às vezes eu me pergunto, incomodar com I ou incomodar? Tipo, desculpe, o incômodo ou o incômodo, porque a gente fala serviço, fala... tem gente, eu falo intestino, tem gente que fala intestino, por exemplo. Então, aí aqui no caso francês, déclencheur seria o gatilho. E déclencher
déclencher seria, como é que eu falo? Tipo, não é engatilhar, não, mas desencadear. A gente traduz mais o déclencher dessa forma. Até estava achando estranho, não estava achando no dicionário, era isso. E aí ele tem uma variação aqui. Mas, Rejane, a sua questão é interessante. Eu, particularmente, também nunca vi nada de estudo nesse sentido. Por outro lado, o leitor tem sido muito estudado hoje em dia. Eu não sei se vocês fizeram, por exemplo, disciplina com a Patrícia Nakagone, da teoria literária. A tese dela é sobre o papel do leitor na literatura. Na disciplina de Panorama, agora há pouco, eu fiz um comentário. Ai, gente, agora eu já não sei. Se eu tivesse falado, eu falei do Humberto Eco e Obra Aberta, interpretação e superinterpretação, não, né? Foi na disciplina passada de romance. Desculpa, foi na disciplina de Panorama, no primeiro horário. Não foi com vocês, não. Tem toda uma discussão que começa ali nos anos 60, 70, talvez vá até os anos 80, do papel do leitor. A gente tem na teoria literária esse deslocamento do autor como instância maior do sentido do texto, depois a gente passa para o texto, então você tem o estruturalismo ali que vai ficar, às vezes, nas minúcias do texto, e aí, nesse período, a gente chega e são várias correntes que vão se debruçar sobre o papel do leitor na leitura literária. Eu tenho até uma amiga que fez mestrado, deve ter sido 2008, sobre a hermenêutica literária. E ela discutia, por exemplo, interpretações, acho que ela usava o termo legítimas e ilegítimas, algo assim. Então, algo, assim, eu nunca vi pensando nessa questão do gatilho, como você colocou, né? Mas o leitor tem sido estudado há bastante tempo. E aí a gente tem até pessoas, ali no departamento mesmo, no TEL, eu não sei se o Dangley está trabalhando com isso em escola, pessoas que fazem trabalho, pode ser escola ou até estatístico mesmo, né? De, por exemplo, você dar o mesmo texto para várias pessoas, pode ser perguntas abertas ou fechadas, para ver de que forma as pessoas entendem aquele texto. Então, pode ser... Agora, um tipo de estudo, se você, por exemplo, for propor um estudo nessa forma, em que a leitura pode desencadear alguns gatilhos. Você precisa passar por um comitê de ética, porque as pessoas vão aceitar participar, mas aí será que o estado em que a gente coloca as pessoas é correto ou não? Né? Mas, em certo sentido, a gente está sempre passível de ativar alguns gatilhos em qualquer momento, seja lendo livro, assistindo filme, ouvindo música, né? Tem certas coisas assim, né? Sei lá, você terminou namoro, alguém te mandou a tal música, aquilo vai, toda vez que você ouvir, depois de um tempo vai doer menos, mas sempre você vai lembrar daquele momento, né? Então, acho que é uma questão interessante para discutir. Como eu te disse, eu não vi nada chamando esse tipo de discussão, mas ela não é difícil de ser feita, e ela é interessante e pertinente. Ok? Très bien. Certo. Mas aí, me diga aqui, Rejane, você pensa no sentido, por exemplo, de que nós, professores, a gente deveria tomar cuidado com o tipo de leitura que a gente propõe pelo risco de encadear gatilhos? Em que sentido?
Eu acho que nisso eu já estaria me adiantando ao próprio debate, sabe, professor? Mas eu acho que... É porque, assim, eu trabalho um pouco no nível jornalístico, né? Eu tenho algum contato com esse trabalho jornalístico. E mesmo na mídia, nas redes sociais, eu acho que eu já estou fugindo muito do tema da aula, que eu peço desculpa para os colegas. Eu acho que a gente tem muito... no dia a dia esse comentário, né? Hoje em dia, se você vai postar alguma coisa na internet, por exemplo, tem essa preocupação. Eu lembro que uma vez eu li um post que me chamou a atenção e eu repostei, na época que eu tinha rede social, eu repostei e aí em pouco tempo eles colocaram um adendo, digamos assim, no post, né? Com um anúncio de gatilho, né? Que a partir daquele momento eles iam incluir isso em todos os posts. E eu comecei, principalmente na leitura desse livro, mas não só desse, de outros livros também, a pensar um pouco sobre isso, dessa recepção, não só num termo geral, de todos os alunos, de toda uma sociedade na leitura daquele livro, né, de como que essas pessoas reagem a esse tipo de leitura, mas dos próprios alunos, de como a comunidade acadêmica, não todo, reage a esse tipo de literatura. E aí eu me dei conta que realmente é algo que a gente não fala sobre, né? Nesse sentido, esse meio jornalístico, as redes sociais e tudo, eles estão um pouco encaminhando mais rápido, né? Nesse sentido. E a academia, aparentemente, pelo menos, e pelo que o senhor está me falando também, não tem muito, né? E eu não pensei nem no nível de estudo, não. Eu pensei mais no nível de debate mesmo, de trazer isso para debate, de ouvir outros colegas, de saber se outras pessoas também... Porque eu acho que todo debate vem de um incômodo, né? E para mim surgiu como um incômodo. Não significa que seria um incômodo para todo mundo, e nem significa que isso desmereça em qualquer nível a literatura em si. Não é isso. É mais no sentido mesmo de tentar compreender se é algo individual, de certa forma será individual, né, particular, mas que tenha um coletivo envolvido nesse incômodo ou não. Por isso que eu comentei, mas era para ser um comentário muito, enfim, uma percepção individual mesmo sobre o texto. Eu não sei se é relevante, né, para muita gente. Não, é assim. Não, mas eu acho que para o debate é assim. Eu acho que foi muito, muito bem colocado, tá? E assim, foi a questão foi tão bem colocada, pertinente e que a gente percebe que tem uma falta disso, né? Agora, pensando, eu também não vou estender aqui para a gente não usar o resto da aula, mas pelo menos se pressupõe que a academia seja aberta a todo tipo de diálogo, pertinente ou impertinente. Quer dizer que qualquer questão deveria ser passível de debate. E eu sinto que nas redes sociais e no meio do jornalismo, eles temem um pouco mais isso, sabe? Então a gente teve, por exemplo, a discussão recente aí do Partido Nazista com o Monarque, aquela coisa toda. Talvez a gente não devesse fugir desse debate, sabe? Não estou falando que porque o problema também é que muitas vezes as pessoas falam asneiras, falam com superficialidade, isso ganha muito alcance pelas redes, e a academia a gente às vezes tem um alcance um pouco menor, mas a gente tem diálogos também que costumam ser mais profundos e mais longos, talvez, né? Que não é o espaço de um tweet, não é um trecho de um vídeo, né? Não, que você tem que elaborar um discurso, depois tem que ouvir uma crítica também, que às vezes pode ser muito severa contra o seu argumento, né? E as redes muitas vezes têm essa coisa da lacração que você quer calar o outro, né? Então eu acho que em princípio sim, mas a gente também esbarra na academia com pessoas que também não querem diálogo, né? E isso em qualquer espectro político, né? Mais à direita, mais à esquerda, tem gente que acaba colocando travas no debate. E talvez, Regiane, você tenha tocado num ponto que talvez na minha escolha dos livros eu tenha ido para pontos que, na escolha dos livros, com vários aspectos que podem desencadear gatilhos, sim, né? Por exemplo, em 2019 eu trabalhei na disciplina de romance com o
Serotonina do Houellebecq, que tinha um caso de pedofilia. Que foi bem complicado, mas estava ali, é um autor muito lido na França, muito vendido, muito famoso, então vamos colocar. Né? Ça, c'est ma posture de ne pas fuir à ce genre de débat, mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent interdire le débat. Eric, tu as levé la main et je ne sais pas si tu veux dire quelque chose ou si c'est bon. Non? Bonjour, pardon, je n'ai pas vu que j'ai levé ma main. Non, c'est bon, c'est bon. D'accord, j'avais pensé que tu voulais dire quelque chose. Donc, je reviens ici au texte parce que je reprends la question de la patience. Je disais tout à l'heure que les hommes dans cette œuvre n'occupent pas une place confortable non plus. Et assez souvent, ils essayent de dominer les femmes avec un discours de la patience. Et c'est intéressant parce que le livre, le titre du livre, c'est Les impatients, n'est-ce pas? Et dès le titre, on voit la marque du genre, donc les hommes sont patients et les femmes sont impatientes, n'est-ce pas? Et c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, le livre commence ici. Voilà, ça c'est important aussi. Je vais laisser tout simplement la page. Cet ouvrage est une fiction inspirée des faits réels, donc son expérience personnelle compte. Et il y a, vous connaissez sûrement le mot épigraphe, donc c'est cette phrase qu'on utilise pour introduire un livre, un chapitre, une section d'un livre, peu importe. Mais on utilise une phrase de quelqu'un d'autre comme une espèce de thématique. N'est-ce pas? Ça indique plus ou moins la thématique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a ici un proverbe Peul. Peul, c'est la langue que Djali Amadou Amal parle dans son pays. La langue Peul qui est utilisée dans le livre. Vous avez vu l'explication dans le livre. Donc, je ne sais pas prononcer ça, mais elle traduit en portugais, en français. La patience cuit la pierre. A paciência cozinha a pedra. C'est plus ou moins comme notre água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. N'est-ce pas? Donc, la patience cuit la pierre. Et c'est intéressant parce que nous avons ici un proverbe arabe. La patience, ça introduit la première partie de Ramla. La patience d'un cœur est en proportion de sa grandeur. Vous remarquez le message subliminaire existant ici. La patience d'un cœur est en proportion de sa grandeur. C'est-à-dire que si on n'est pas patient, on n'a pas un grand cœur. Et quand on demande aux femmes de la patience, on demande, vous voyez qu'on peut dire, si vous n'êtes pas patiente, c'est-à-dire que vous n'avez pas un grand cœur. Vous voyez comment on manipule les comportements à partir de ce genre de choses. Et on n'oublie pas que ce genre de proverbe, c'est une espèce de connaissance ou de sagesse populaire et culturelle qui est transmise, la sagesse, de personne à personne, de génération à génération. N'est-ce pas? Et donc, le premier était la patience cuit la pierre. Le deuxième, la patience d'un cœur est en proportion de sa grandeur. Je reviens ici. Je crois que c'est page 49. Non, avant. La partie concernant hindou, nous avons ici, au bout de la patience, il y a le ciel. C'est un proverbe africain. Donc, le premier, un proverbe Peul,
sur la patience, le deuxième, un proverbe arabe sur la patience, le troisième, un proverbe africain. Et vous voyez qu'elle utilise des références de toutes les cultures qui la croisent, parce que elle est fille d'un père africain. Je ne sais pas si son père est était camerounais. Sa mère était égyptienne. Donc, voilà, mais nous avons donc une descendance de l'Afrique noire et une descendance de l'Afrique maghrébine, de l'Égypte. Nous avons la culture arabe, et la culture arabe, elle n'est pas forcément musulmane. Ça, c'est important aussi, n'est-ce pas? Et donc, au bout de la patience, il y a le ciel. Au fil de la patience, au terme de la patience, il y a le ciel. Donc, encore un proverbe pour nous dire, soyez patients parce que en étant patient, vous avez à la fin, vous aurez le ciel. Et puis, nous avons la dernière partie de Saphira, c'est page 89. Ici, Saphira. Je zoome encore. La patience est un art qui s'apprend patiemment. Grand corps malade. Est-ce que vous connaissez Grand corps malade? Non. Non. Vous n'avez jamais entendu parler du Grand corps malade? Non, donc je présume que non. Vous connaissez le islam, et pas le islam, la religion, mais le islam. Et une personne qui fait un islam, c'est un islameur. Vous connaissez, je vais parler? C'est un type de musique. Voilà, mais c'est pas chanter, mais c'est plutôt parler. C'est une espèce de poésie mélangée avec une musique de fond qui n'est pas forcément le rap. D'accord? Et assez souvent, différemment du rap, les paroles sont plus personnelles. On raconte notre propre histoire. Donc, aujourd'hui, si vous allez dans les saraos de poésie, assez souvent, vous allez retrouver un type de texte qui est plutôt du slam et pas forcément de la poésie. La poésie, c'est très générique, n'est-ce pas? Et le rap, il a cette question un peu de contestation sociale ou autre. Mais le islam, c'est quelque chose de plutôt, un texte plutôt personnel. Et Grand Corps Malade, c'est peut-être le plus célèbre slameur de la France. Et je vais vous envoyer une vidéo. Vous retrouverez plusieurs choses sur YouTube de lui. Et donc, a paciência é uma arte que se aprende pacientemente. C'est en exerçant la patience que vous allez devenir patient. Donc, c'est intéressant parce que ça, c'est, vous voyez, c'est comme le livre, il est très bien structuré parce que nous avons un roman divisé en 3 parties, les 3 perspectives des 3 personnages narratrices féminines. Et les proverbes vont toujours dans la direction contraire. Nous avons les parties des femmes comme une espèce de cri contre la soumission, la tentative de soumission masculine, et nous avons les proverbes comme une voix masculine demandant aux femmes toujours un peu plus de patience. Mais la partie, les témoignages de chacune de ces 3 femmes, Ramla, Hindou et Saphira, c'est une espèce de cri contre un grite contre cette domination masculine, n'est-ce pas? Et il y aura toujours la voix masculine de retour demandant ayez de la patience, tenham patience. Et donc, voilà,
Je pense qu'on a bien exploré le texte, mais j'avais quand même... en fait, peut-être je vais commenter quelques extraits jeudi, parce qu'on aura cours jeudi pour compenser la semaine dernière. Et parce que j'avais prévu, laissez voir ici le chronogramme, j'avais prévu pour le 17, ah oui, nous avons le séminaire des œuvres de l'exertation. Peut-être mardi, le 22, c'est mardi, oui, mardi de la semaine prochaine, parce qu'on aura 2 cours sur Annie Ernaux. Donc, peut-être je peux retirer les 15 minutes pour lire peut-être la première page ici et faire quelques commentaires avec vous. Parce que j'aime toujours faire des commentaires plus ponctuels sur les détails du texte et ne pas rester seulement dans cette discussion généralement pertinente. Amanda. Professeur, il y a la fiche parce que aujourd'hui je suis en retard, et pardon, mais je ne sais pas si vous avez dit quelque chose sur ça. Non, j'avais dit, mais je ne l'ai pas fait. Je vais faire cet après-midi. En fait, je vous ai dit dans les derniers cours que pour cette lecture, je vais vous donner la fiche de lecture de l'ambassade de France pour le prix Goncourt. Mais c'est une activité simple. Il y aura quelques questions qui vous demandent, par exemple, si la lecture a attiré votre attention du début à la fin. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Quelle est votre opinion sur le style de l'écrivain? Donc, c'est une fiche de réponse facile. C'est une espèce de... presque c'est pas un guide de lecture, mais oui, je vais dire un guide de lecture, pas comme un projet de lecture, mais une espèce de scan de votre lecture. Não é guia de leitura que prepara para a leitura que vocês vão fazer, mas mais uma espécie de scan, fazer um escaneamento da leitura que vocês fizeram. Ce sont 4 ou 5 petites questions qui vont vous demander une certaine réflexion sur la lecture que vous avez faite. D'accord? Et je pensais, en fait, vous demander ça, de vous donner jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour m'y rendre. Je vais poster l'activité, afficher l'activité aujourd'hui. Amanda. Ok, mon doute, c'est si vous avez envoyé déjà, mais... Non, pas encore. On n'a pas envoyé encore. Okay. Non, et en général, quand j'affiche une activité, vous recevez la notification. Et normalement, Amanda, avant de terminer, je vais montrer ici la salle de cours. Donc, vous voyez ici, par exemple, oui, ça s'affiche, voilà. Donc, nous sommes ici, la discipline c'est romance, littérature romance. Et nous avons ici les canaux de chaque œuvre de la dissertation. Nous avons activité et dissertation. Quand je ferai l'activité, je vous propose l'activité, la notification viendra ici, dans les activités. Vocês vão receber a notificação aqui. Ok? Ela vai aparecer aqui para vocês. Mas aí, Amanda, aqui em cima, vocês têm as publicações que são... Aqui eu entrei no canal aqui das atividades, mas no canal geral tem essa espécie de timeline aqui, né? Aí aqui tem os arquivos, os fichiers, e aqui esse 3 de plus, nos deveres, tarefas, eu não sei, aqui eu coloquei o meu aqui em francês, então aparece como devoir. Se vocês clicarem no devoir, tarefa, como estiver na língua que vocês estiverem usando o Teams, aí vão aparecer as atividades que vocês têm que entregar. Aquelas que já estão válidas, porque a do seminário
já está. A do seminário eu coloquei aqui só como lembrança, tá? Ela não não tem nada para entregar. O seminário de quinta vai ser aquilo. Eu vou postar hoje aqui para vocês. Eu não sei se eu fiz isso. Ontem que eu fiz para Panorama, a cabeça está meio... como se diz? A cabeça está meio variada. Se eu não tiver postado as instruções do seminário, eu posto hoje à tarde, que eu fiz para Panorama hoje. Então, para mim, aqui tem todas as atividades que já estão planejadas, né? Mas para vocês tem o seminário, que é só um lembrete, que não tem nada para entregar, é só a participação, e o sujet de la dissertation, que tem aqui até o dia 24 para me entregar. E aí eu vou postar essa atividade hoje, do Lisan Passion, e vou dar para vocês, provavelmente, eu gostaria de dar para vocês até dia 25, que aí vocês entram no carnaval pensando em outra atividade. Tá? Porque o livro já está lido, vocês têm uma semana aí para responder e enviar. Pode ser? E aí vai aparecer a notificação, e aí vocês entrando aqui em tarefas, ou dever, ou devoir, vocês encontram também a atividade. E outra coisa, eu estou falando ainda do Teams, para terminar mesmo. No jeito que eu programo a atividade aqui, eu acho que ela vai para o calendário de vocês. Então, se vocês vierem aqui no calendrier, o calendário, é possível que a data de entrega da atividade apareça para vocês. Está vendo? Que aqui hoje, por exemplo, eu tenho reunião do colegiado, dos cursos de graduação, e quinta-feira tem aqui os seminários das obras que foram escolhidas, né? Que foram só 3, porque teve gente aqui que ainda não se manifestou. E aí eu marquei vocês na coisa. Então, no meu calendário aparece, eu imagino que no de vocês também. Aí, a atividade que eu postar, ela vai para o calendário de vocês também. Então, vocês têm como encontrar a atividade entrando ali na aba Dever, indo no calendário ou indo no canal ao lado das atividades, porque vai ter a notificação lá. Não tem desculpa para falar que não viu. Tá certo. Professor, o próximo livro já vai ficar para a semana que vem? O debate do próximo livro? Ele vai ficar para a semana que vem. Pelo seguinte, ele vai ficar para a semana que vem e para depois do carnaval. Aí, para a semana que vem, vocês não precisam ter terminado ele, não. Mas é um livrinho curto, viu, Rejane? Eu acho que ele tem 60 páginas, algo assim. Não é uma leitura longa, não. O próximo e aí, semana que vem... L'Événement, exatamente. São 68. Estou com ele aqui. Realmente não é grande, não. Ele não é grande, não. Mas aí eu vou, então, na terça-feira... Eu tenho que olhar o cronograma aqui. A gente vai ter aula, então... a gente vai ter aula hoje, quinta, então já está compensado semana passada. E aí a gente vai ter aula, então, na terça-feira, dia 22. Na terça-feira, dia 22, então, eu vou falar um pouco sobre o livro da Annie Ernaux, mas eu acho que eu vou ainda entrar em questões de feminismo e de escritas do eu. Aí um livro tipo esse aqui eu devo abordar. Narcisse, romancier, essai sur la première personne dans les romans. Tem esse outro livrinho aqui também interessante, que é em português, Escritas de si, Escritas do outro. Devo falar do Philippe Lejeune e o Pacto Autobiográfico, e talvez do Serge Dubrovsky e a autoficção. Esses gêneros que giram em torno do relato, da memória, do diário, que não são ficcionais, exatamente ficcionais, mas são literatura. Né? Então, aí eu vou fazer a introdução na terça-feira que vem, e vocês têm um tempinho ainda para terminar a leitura, mas é bom começar para não deixar para a última hora. Né? E é um livro muito impactante, talvez cheio de gatilhos, Rejane. Não sei se você já começou, mas
Não, um professor, livro, não comecei, não. Mas é, obrigada. é um livro pesado. Ok, Ele é pequeno, mas é um livro denso, denso. complexo. Ok. E bem difícil. Misericórdia, professor. A literatura, para a gente poder prestar atenção, Adriane, tem que bater. Né? Não, sim, pois é, mas nossa Pelo senhora. menos a gente vai preparada, né, Adrilane? Eu não devia ter preparado para não estragar esse impacto da obra. Eu tinha um professor na UFMG que ele era muito louco, assim, não vou nem falar quem era. E ele falava que... fazia essa referência assim, de obra que bate e obra que não bate, né? E fazendo referência, lógico, a efeitos de entorpecentes, né? E eu acho que tem obra que bate, mas aí eu diria que essa bate no sentido da pancada mesmo, sabe? O Levinon é pancadão, assim. Também achei, professor, bem pesada essa mesmo, mas valeu muito a pena. Eu gostei demais. O meu está quase inteiro sublinhado, porque também ele é maravilhoso. Desculpa, eu estou querendo terminar mesmo, mas é que alguém comentou aqui em algum momento que, acho que foi de você, Rejane ou Ana Carolina, que assim, não sabe se gostou da obra e tal, nesse sentido, assim. Só que tem aquela Fui eu, questão... professor. Só explicar um pouco melhor. Não foi no sentido de não sei se eu gostei. Foi no sentido de ser difícil dizer que gostei, entende? Porque é uma leitura que você gosta, mas ao mesmo tempo ela te traz muitos sentimentos, às vezes até de raiva. Então não é aquela leitura que você fala, eu adorei ler. Não foi esse sentimento, né? A experiência ela é extremamente válida e interessante, mas dizer que eu gostei seria um pouco contraditório. Foi nesse sentido que eu quis dizer que era contraditório falar sobre isso. Isso, é porque o Kant desenvolve essa coisa do prazer estético, e aí talvez vai nesse sentido, assim. É uma coisa que não é simplesmente do gosto, né, de ter prazer ou não ter prazer. E às vezes a gente tem um prazer estético que é difícil, às vezes, de definir isso como algo que... não é que isso cause prazer, mas ele tem uma certa validade, tem um certo efeito. E a gente reconhece a qualidade estética, a qualidade literária, mas isso não quer dizer que a gente tenha sentido prazer na leitura. Sabe? Um pouco nesse sentido, assim. Não sei se vai na direção que você colocou. Então tá certo. Então vamos encerrar mesmo. A Graziele já disse que precisava. Professor, eu queria falar com o senhor 5 minutinhos após a aula, é possível? É possível. Aí eu vou encerrar aqui, então, a gravação. Os outros podem sair. Ok, E aí